Bienvenue en classe sur l'ERTM. Moi, c'est Mohamed Toungara, professeur en électricité, électromécanique et génie civil au niveau du centre de formation Soumaoro Kanté de Bamako. Donc, la fois dernière, on vous avait parlé du moteur synchrone, la leçon sur le moteur synchrone. Et aujourd'hui, nous allons on va vous faire un petit rappel sur le moteur synchrone avant de passer aux exercices. Cette séance va consister à faire des séances d'exercice. Donc, pour commencer l'exercice, nous allons vous faire un petit rappel sur le moteur synchrone. Donc, la fois dernière, en grand 1, on avait parlé de la constitution et couple du moteur synchrone. On sait que le moteur synchrone est constitué de deux parties. Le stator, qui est la partie fixe, et le rotor, qui est la partie mobile. Et on avait aussi parlé du couple, le couple de démarrage. Le couple de démarrage d'un moteur synchrone est égal à 0. La difficulté de démarrage, le couple de démarrage est égal à 0. Donc le couple moteur T, noté par T, est égal à MB sinus alpha, où M représente le moment du couple, B le champ magnétique en Tesla, et alpha c'est l'angle compris entre le moment M et le champ magnétique B. Donc en grand 2, on avait aussi parlé de la vitesse de rotation et la force compte électromotrice E'. Donc la vitesse, comme on le dit, le moteur synchrone, la vitesse elle est constante. Donc elle peut s'exprimer de deux manières. Premièrement, vous avez la N qui est égale à F sur P, n'est-ce pas? Où N se trouve en tours par seconde. Et vous avez encore N égale à 60 F sur P, où N se trouve en tours par minute. Donc vous avez approximativement les deux expressions de N, qui est la vitesse de rotation du moteur. Donc pourquoi cette vitesse elle est constante? Parce que tout simplement, la vitesse du stator est égale à la vitesse du rotor. C'est pourquoi on parle de synchronisme. On vous avait aussi parlé de la force compte électromotrice, n'est-ce pas, à vide. Donc l'expression de la force compte électromotrice à vide est E' égale à 2,22 NCA fois F fois phi, où 2,22 représente le coefficient de Camp. NCA, c'est le nombre de conducteurs actifs. Et F représente la fréquence. Et généralement, dans les pays francophones, n'est-ce pas, la fréquence est égale à 50 Hz. Maintenant, phi, n'est-ce pas, phi est le flux magnétique qui s'exprime en Weber, c'est-à-dire le flux créé par le champ magnétique. Donc vous avez l'expression de E', n'est-ce pas? L'expression de E' qui se trouve à vide. Donc encore, vous avez l'expression de E' en charge. Quand est-ce qu'on parle de charge? Lorsque sur l'arbre du moteur, vous avez un récepteur qui est branché. Donc c'est ce qu'on appelle la charge. Les charges, très généralement, c'est les récepteurs. Donc en ce moment, l'expression de E' prend cette forme. C'est-à-dire que E', c'est égal à la racine carrée de I réseau au carré. I réseau, ça veut dire la tension d'alimentation. Très généralement, c'est le moteur triphasé. La tension entre phases, c'est 380 ou 400 volts. Donc plus UL au carré. UL, c'est la tension au bord de l'inductance, n'est-ce pas? Moins 2 fois I réseau fois UL fois cosinus A. On avait dit que cosinus A, c'était égal à 90 plus phi. Et phi, c'est quoi? C'est l'angle compris entre le courant, n'est-ce pas, et la tension. Donc le déphasage entre courant et tension qui est égal à phi. Donc A est égal à 90 plus phi. Vous avez aussi parlé du rendement. Le rendement d'un moteur, c'est la puissance utile sur la puissance absorbée. Donc la puissance utile, c'est la puissance absorbée moins toutes les pertes. C'est-à-dire les pertes au niveau du stator
et les pertes au niveau du rotor. Donc, si les pertes au niveau du stator, n'est-ce pas, on peut trouver les pertes joules statoriques. Et au niveau du rotor, vous avez les pertes joules rotoriques qu'on appelle les pertes joules amortissement ou bien les pertes joules par excitation. Ou aussi, vous avez aussi au niveau du rotor les pertes fer statoriques et aussi les pertes mécaniques qui sont notées par PM. Et vous avez aussi en bas sur PAB. Donc voilà un peu le rappel sur le moteur synchrone. Donc, vous avez aussi les questions d'évaluation, c'est-à-dire quand vous faites un cours, il faut préparer les élèves à ce que, à quoi l'élève doit s'attendre. À la fin de ce cours, à quoi l'élève doit s'attendre. Et pourquoi on a fait des questions d'évaluation. Et ces questions d'évaluation, l'élève doit pouvoir définir un moteur synchrone. Il doit pouvoir définir un moteur synchrone et donner le principe de fonctionnement d'un moteur synchrone. Et l'élève doit être capable de donner la constitution d'un moteur synchrone. Comme on l'a vu tout à l'heure, il doit être capable de donner les expressions de la force contre-électromotrice à vide et la force contre-électromotrice en charge. Donc, l'élève aussi doit être capable de donner l'expression de la vitesse de rotation d'un moteur synchrone. Comme on l'a vu, les deux expressions, F sur P en tours par seconde, 60 F sur P en tours par minute. Et l'élève doit être aussi capable, n'est-ce pas, d'expliquer la différence entre un moteur synchrone et un moteur asynchrone. Donc, voilà un peu les questions, les questions auxquelles l'élève doit s'attendre. Donc, sans plus tarder, nous allons revenir à notre exercice proprement dit. Donc, nous avons le premier exercice. Dans le premier exercice, vous avez, se stipule, un moteur synchrone triphasé à 6 pôles fonctionne sur le réseau 220 380 volts, 50 Hz. Ça veut dire 220, c'est la tension simple, 380, c'est la tension composée. Et 50 Hz, c'est la fréquence. Donc la résistance du stator est négligeable. Ça veut dire au niveau du stator, la résistance est faible. Donc ça veut dire que les pertes joules au niveau du stator est égale à 0. Et la réactance synchrone est égale à 8 ohms. Que dit la réactance synchrone, c'est quoi? C'est XL qui est égal à L fois oméga. Que la réactance synchrone est égale à 8 ohms. Le moteur développe une puissance de 5 kW. Quand on dit que le moteur développe une puissance, ça veut dire en ce moment il s'agit de la puissance utile, c'est-à-dire la puissance à l'arbre du moteur. Donc ici, on dit que toutes les pertes sont négligeables. Si toutes les pertes sont négligeables, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la puissance absorbée est égale à la puissance utile. S'il n'y a pas de pertes, ça veut dire que la puissance absorbée est égale à la puissance utile. C'est ce qu'on souhaite même sur les différents moteurs. C'est-à-dire en ce moment, le rendement serait égal à 1. Un moteur dont le rendement est égal à 1, c'est un moteur parfait. C'est ce qui est recherché même dans les usines et dans l'application. Mais il est très difficile de l'atteindre parce que vous allez voir, très généralement, les pertes existent, même si elles sont souvent faibles, mais elles existent. Donc en petit 1, on dit de calculer la vitesse de rotation. Il s'agit de quelle vitesse? La vitesse n qu'on a vu. Il n'y a qu'une seule vitesse ici parce que les deux vitesses sont les mêmes. La vitesse synchrone, c'est du synchronisme, et la vitesse de rotation, c'est pratiquement la même chose. Et vous avez en petit 2, calculer le couple utile, c'est-à-dire le couple à l'arbre du moteur. Donc, sachant que le facteur de puissance du moteur est égal à 0,8, qu'appelle-t-on facteur de puissance? Le facteur de puissance, c'est cosinus phi. Le cosinus phi, phi, on dit que c'est l'angle compris entre la tension et le courant. Donc, on dit en petit a, calculer le courant absorbé par le moteur, c'est-à-dire quel est le courant que le moteur va absorber.
hein. Le moteur absorbe une puissance et correspond à un courant. Donc on vous demande maintenant de calculer, on vous demande de calculer ce courant absorbé par le moteur. Donc en petit b, on dit de calculer la puissance réactive Q. La puissance réactive, c'est une puissance, n'est-ce pas, qui est consommée par les éléments réactifs. Les éléments réactifs, c'est dans les enroulements, ainsi de suite, n'est-ce pas, dans le circuit capacitif ou dans le circuit inductif, qui consomment la puissance réactive. Donc on vous dit de calculer la puissance réactive. Et cette puissance réactive, c'est l'une des puissances, parce que dans un moteur en alternative, vous avez la puissance absorbée qui est en watts, qu'on note généralement par P, et vous avez la puissance réactive qu'on note généralement par Q, qui est consommée par les éléments réactifs, n'est-ce pas, qui sont les capacités, les bobines, ainsi de suite, n'est-ce pas, et une troisième puissance qu'on appelle puissance apparente, qui fait la somme de ces deux puissances. Donc un moteur est caractérisé par sa puissance apparente. La puissance apparente fait la somme des puissances actives, qui est P, qui est exprimée en watts, n'est-ce pas, et par Q, qui est aussi exprimé par grand Q. Donc en C, on vous demande de calculer la force compte électromotrice E'. On a vu l'expression, avec le rappel, on a vu l'expression de la force compte électromotrice. Donc en petit 4, on change le courant d'excitation tel que le facteur de puissance devient égal à 1. Ça veut dire que le facteur de puissance au départ, en troisième était égal à 0,8 et maintenant le facteur de puissance est égal à 1. Ça veut dire cosinus phi égale à 1. C'est ça le facteur de puissance. Donc en petit a, on demande de calculer le courant absorbé par le moteur. Et en petit b, la puissance réactive Q. Et en petit c, la force compte électromotrice du moteur. Donc vous avez les données. U égale à 220 380, F égale à 50 R, XL qu'on appelle la réactance inductive égale à 8 ohms. La puissance absorbée égale à la puissance utile égale à la puissance absorbée, qui est égale à 5 kW, qui correspond à 5000 watts. Donc 5 kW correspond à 5000 watts. Et vous avez le nombre de pôles égal à 6. Le nombre de pôles égal à 6, ce qui veut dire que le nombre de paires de pôles serait égal à 3. Donc solution. Donc vous avez petit 1, on vous avait dit de calculer la vitesse de rotation. Donc la vitesse de rotation, vous avez n égale à 60 F sur P, n'est-ce pas? Il s'agit de remplacer F et P par leur valeur. F c'est la fréquence, F c'est la fréquence, n'est-ce pas? Et P c'est le nombre de paires de pôles. Donc vous avez le nombre de paires de pôles, puisque P 2P égale à 6, le nombre de pôles égale à 6, le nombre de paires de pôles fera 3, ça veut dire 6 divisé par 2. Donc vous avez le nombre de paires de pôles, ça fait 6 divisé par 2 qui est égal à 3. Donc P égale à 3 et F égale à 50. Donc on va remplacer les choses par leur valeur pour avoir la valeur de N. Donc vous avez la vitesse de rotation, N, on reprend la formule, 60 fois 50 sur 3, ce qui est égal à 1000 tours par minute. Donc ici, notre vitesse égale à 1000 tours par minute. Donc en petit 2, on avait dit de calculer le couple utile. Le couple utile est noté par TU, très généralement noté par TU. Donc le couple utile, quelle est la formule? Vous avez le couple utile égal à la puissance utile sur 2πn, où n représente la vitesse de rotation, mais en ce moment en tours par seconde. C'est-à-dire qu'il faut remplacer n en tours par, si n est en tours par minute, il faut convertir n en tours par seconde. Donc PU représente la puissance utile, c'est-à-dire la puissance à l'arbre du moteur. Comme vous le voyez dans les données, n'est-ce pas? Dans les données, vous avez PU égale à 5 kW, qui est égal à 5000 watts. Donc on va remplacer PU par sa valeur, qui est égale à 5000 watts, divisé maintenant par 2π, et puis très généralement 3,14 fois 1000. 1000, ça c'est n en tours par minute, qu'il faut convertir en tours par seconde. Ça veut dire qu'il faut diviser par 60 pour avoir un tour par seconde, puisqu'une minute égale à 60 secondes. Donc vous avez la valeur, TU est égal à 47,77 Nm. Donc le couple utile ici est égal à
47,77 Nm. Donc, en petit 3, on avait dit de calculer le courant absorbé. Dans le courant absorbé, vous avez la puissance absorbée en triphasé qui est égale à la racine de 3 fois U fois I fois cosinus phi. Donc, ce qui implique que la puissance absorbée I, n'est-ce pas, I ici dans la formule qui représente la puissance absorbée, est égale à la puissance, I c'est le courant absorbé, est égale à la puissance absorbée sur racine de 3 fois U fois cosinus phi. Donc, on dit que PAB égale à PU. PAB, c'est la puissance absorbée. Il s'agit de la puissance active absorbée. N'est-ce pas? Donc, sur U, qui est égal à 380, et cosinus phi, on a vu que c'est égal à 0,8, qui représente le facteur de puissance. Donc, pour une puissance absorbée de 5000 watts, nous avons un courant absorbé de 9,49 ampères, ce qui est raisonnable. Donc, en petit b, on doit calculer la puissance réactive. La puissance réactive, comme on l'a dit, c'est une puissance qui est consommée par les éléments réactifs, c'est-à-dire les bobinages et les capacités. Donc, tout circuit qui consomme, comment dirais-je, une puissance réactive, ce sont les circuits qui comportent des bobinages, c'est-à-dire les inductances, et aussi les circuits capacitifs. Donc, les circuits inductifs et les circuits capacitifs consomment de la puissance réactive Q. Donc, vous avez Q égale à racine de 3 UU sinus phi. Donc, ça, c'est la formule de la puissance réactive en triphasé. Donc, une fois que vous connaissez cosinus phi, mathématiquement, on peut déterminer la valeur de phi. Donc, mathématiquement, cosinus phi égale à 0,8. Il revient à dire que phi égale à cosinus moins 1 de 0,8. Cosinus moins 1, c'est la fonction réciproque, n'est-ce pas, de cosinus. Donc, cosinus moins 1 de 0,8, ce qui vous permet de déterminer la valeur de phi, qui est égale à 36,86 degrés. Donc, phi égale à 36,86 degrés. Donc, que nous allons remplacer par sa valeur dans l'expression de Q. Donc, en remplaçant les choses par leur valeur, donc sinus phi, donc sinus de 36,86, nous trouvons 3746,81 var. Et l'unité de Q, c'est en var, c'est-à-dire volt, ampère et réactif, qu'on note par var. Donc, l'unité de Q, c'est en var. Donc, ce qui nous donne une puissance réactive de 3746,81 var. Donc, il faudra déterminer la force contre électromotrice. Donc, nous avons l'expression de cette force. C'est égal à la racine carrée de U réseau, la tension du réseau qui est égale à 380, plus la tension UL qui est la tension inductive, n'est-ce pas, au bord de l'inductance, moins 2 fois U réseau fois UL fois cosinus A. Et nous avons vu que, donc on va calculer la valeur de UL, n'est-ce pas, UL égale à XL fois I, où XL représente la réactance synchrone. Donc on a vu le courant était égal à, quand on a calculé le courant était égal à 9,49, ce qui donne 8 fois 9,41, qui donne 75,92 volts. Donc UL égale à 75,92 volts. Donc on a vu A, parce que dans l'expression de E', vous avez l'angle A. Qui représente l'angle A? L'angle A est égal à 90 plus phi, ça veut dire 90 plus 36,86. 36,86 degrés qui représente phi. Donc phi représente 36,86 degrés. Donc A est égal à 126,86 degrés. Donc on va remplacer dans l'expression de E, n'est-ce pas? On va remplacer dans l'expression de E, A par sa valeur et UL par sa valeur. En sachant que UL, n'est-ce pas? UL est égal à, U réseau égal à 380 volts. Donc ce qui nous donne, en remplaçant les choses par leur valeur, n'est-ce pas? E' égale à 380 au carré, moins 75,92 au carré, moins 2 fois 380, fois cosinus A, qui est égal à cosinus de 126,86. Donc ce qui nous donne, E' est égal à 429,86 volts. Donc ce qui donne la valeur de 400,86 volts. Donc ça, c'est la valeur de E'. Donc en petit 4, on avait dit que cosinus phi aussi devient
est égal à 1. C'est-à-dire le facteur de puissance est égal à 1. En ce moment, nous allons, comme on l'avait déjà posé dans l'autre expression, quel est l'angle dont le cosinus est égal à 1? Bon, ça va être 0 ou 2π. Mais dans notre cas, on prend 0 parce que notre angle est compris entre 0 et π. Donc, vous avez cosinus alpha phi est égal à 1. Cela veut dire que phi est égal à 0. Donc, si phi est égal à 0, on demande en petit a de calculer le courant absorbé par le moteur. Donc, on a vu dans l'expression IAB égale à PAB sur racine de 3 fois U fois cosinus phi. Donc, il s'agit ici de remplacer cosinus phi par sa valeur qui est égale à 1. Donc, en connaissant déjà U est égal à 380. Donc, nous pouvons déterminer la valeur du courant absorbé par le moteur. Donc, vous avez 5000 divisé par racine de 3 fois 1. Donc, nous trouvons un courant absorbé qui est égal à 7,6 ampères. Donc, en petit b, nous revenons à la même chose. Vous avez la puissance réactive absorbée. Bon, vous savez que quand phi change, n'est-ce pas, cosinus phi change, n'est-ce pas, ça veut dire que aussi sinus phi va changer. Ce qui veut dire que dans l'expression de Q, nous aurons en ce moment une nouvelle valeur de Q. Nous aurons une nouvelle valeur de Q. Donc, la nouvelle valeur de Q, parce qu'on sait que Q dépend du déphasage, n'est-ce pas, du déphasage phi. Donc, comme phi a changé, donc obligatoirement, Q aussi va changer. Donc, dans notre expression, nous avons racine de 3 fois U fois I fois sinus phi. Donc, phi étant égal à 0, donc sinus de 0, automatiquement, sinus de 0 égale à 0. Donc, ce qui veut dire que Q est égal à 0. En remplaçant phi par sa valeur, nous trouvons Q égale à 0 var. Donc, c'est ce qui est recommandé en général par les industriels parce que vous savez que quand vous rentrez dans la consommation d'électricité, ce qui est l'énorme facture pour les gens qui sont des consommateurs, n'est-ce pas, les consommateurs à usage d'habitation, très généralement, ils ne facturent pas l'énergie réactive. Parce que cette énergie réactive, elle est faible pour les clients qui sont à usage d'habitation. Parce que vous avez chez beaucoup de clients, vous n'avez pas beaucoup de moteurs. Dans la plupart des clients, vous n'avez pas de moteur. Ce qui fait que la puissance réactive absorbée est presque égale à 0. Donc, si la puissance réactive est presque égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cosinus phi tend vers 1. Si le cosinus phi tend vers 1, n'est-ce pas? Si le cosinus phi tend vers 1, c'est que les productions, les sociétés d'énergie recommandent, s'il vous plaît, à ses clients. Okay? Donc, une puissance réactive égale à 0, c'est bienvenu pour les clients à usage d'habitation. Les consommateurs sont à usage d'habitation. Donc, c'est la force contre électromotrice et prime. On l'a dit. Si phi change, obligatoirement A aussi va changer. Donc, en ce moment, la force contre électromotrice aussi va changer. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire qu'A qui est égal à 90 plus phi, en ce moment, phi est égal à 0. Allez voir, si phi est égal à 0, en ce moment, A est égal à 90 degrés. Donc, calcul de UL. Donc, vous avez UL égale à XL fois I. Comme le I a changé, vous avez 8 fois 7,6, vous avez 60,8 volts. Donc, vous avez E', en remplaçant les choses par leur valeur, on trouve A égale à 90 degrés, on remplace les choses par leur valeur, on trouve E' égale à 384,83 volts. Voilà un peu l'intitulé des exercices. J'espère que ça servira, n'est-ce pas, à ce que les élèves puissent vraiment s'enquérir. Nous sommes partis étape par étape pour que les élèves puissent mieux comprendre. Donc nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, prochainement pour un deuxième exercice. Merci, je vous remercie.